Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc, dans cette capsule, on va s'attarder à un nouveau système, en fait, le système musculaire. Alors, cette première capsule ne devrait pas être très longue, c'est en fait plutôt une capsule d'introduction. On va commencer à introduire un petit peu comment, en termes d'anatomie, les muscles sont faits, comment on organise tout ça. Et c'est dans les prochaines capsules qu'on va s'attarder plus à la physiologie, donc le fonctionnement des muscles et comment tout ça fonctionne. Donc aujourd'hui, ça devrait être pas trop compliqué pour vous et assez rapide en fait. Donc, première des choses, des généralités, évidemment, c'est pas à apprendre par cœur les chiffres ou tout, c'est simplement pour vous donner une idée un peu du système musculaire. Donc, si je regarde l'ensemble des muscles de votre corps, c'est environ 700 muscles qui sont connus à l'heure actuelle. Donc, c'est beaucoup, hein? Donc, on ne réalise pas à quel point on est des êtres musculaires. Et il y a tellement de muscles qu'en termes de proportion, si on prend, exemple, une personne qui a un poids de 100 livres, on va dire, ben il y a 50 livres de muscles. À peu près la moitié de votre masse corporelle, c'est des muscles, environ. Hein, c'est une moyenne, ça va varier d'une personne à l'autre selon l'âge, exemple. Une personne de 85 ans, le tissu musculaire disparaît au profit du tissu adipeux, malheureusement. Donc, ça explique des fois une faiblesse musculaire plus faible sur les patients qui sont âgés. Donc, c'est tout à fait normal. Et ce qui fait que, bien évidemment, cette proportion-là va varier, en fait. Mais grosso modo, autour de 40-50% de la masse corporelle. Et évidemment, le tissu musculaire, les muscles ont différentes fonctions. Hein, donc la plus importante que vous savez déjà, bien avant étudier la biologie, vous saviez certainement que les muscles, leur première fonction, c'est de permettre le mouvement effectivement du corps, mais ça peut être aussi au niveau des substances internes. On verra tantôt, par exemple, au niveau du système digestif. Les organes ont des muscles pour déplacer les aliments, exemple. Donc, il y a toujours une notion de mouvement avec les muscles. Hein? C'est leur première fonction, le mouvement d'un membre, le mouvement de substances dans votre corps, exemple. Donc ça, c'est pas une très grosse surprise, mais il y a d'autres fonctions qu'il faut garder en tête aussi. Parfois qu'on pense moins, hein, ça ne vient pas toujours à l'esprit, mais évidemment, il y a le maintien de la posture. Donc les muscles, c'est un organe qui a cette capacité à se contracter, hein, à se raccourcir, et en se raccourcissant, ben, on peut faire bouger un membre ou pousser sur un aliment ou sur le sang, exemple, pour le déplacer. Cette capacité à se contracter va permettre aussi le maintien de la posture. Donc, le simple fait d'être assis dans une classe pour suivre un cours, debout, et même quand vous êtes couché le soir et que vous dormez, il y a plusieurs muscles qui se contractent constamment. En fait, c'est des vagues successives de contraction et de décontraction qui se font de façon synchronisée et, je dirais, si vous me permettez l'expression, de façon stratégique pour permettre justement le maintien de votre corps dans une position. Donc, le fait que vous soyez assis en train de suivre un cours, vous n'avez pas l'impression de faire de mouvement ou de faire un sport, évidemment, mais le fait de vous maintenir assis en position droite fait que dans votre dos, on est obligé de contracter certains muscles pour vous maintenir. Si pour X raison, ces muscles se relâchaient tout d'un coup, vous effondreriez par terre, là, hein, donc comme par la gravité, là, on s'écraserait sur soi. Donc, il y a toujours une espèce de contraction pour maintenir une posture, et peu importe votre posture. C'est vrai quand vous êtes debout, évidemment, c'est vrai quand vous êtes assis, puis ce qui vous surprend, quand vous êtes couché, même quand vous dormez de façon inconsciente, on va justement permettre des contractions musculaires pour maintenir votre posture. Et vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez travailler dans un hôpital, exemple. Si votre patient est dans le coma ou s'il dort et on vous demande de le soulever, exemple un patient de 200 livres, ben c'est possible que vous le trouvez lourd. Mais le fait qu'il y a des muscles qui se contractent et qui aident au maintien de sa posture, ça va vous aider. Parce qu'au contraire, si votre patient, malheureusement, décède, et là, qu'il n'y a plus aucune contraction musculaire, aucun maintien, si vous voulez, de la posture, vous allez voir que le 200 livres, il est vraiment un 200 livres, il va vous paraître beaucoup plus lourd. Donc, cet exemple-là, c'est juste pour vous faire réaliser quelque chose que vous saviez probablement déjà, mais des fois, on n'en prend pas conscience. L'idée, c'est vraiment qu'il y a toujours une espèce de contraction pour certains muscles, qui peuvent se contracter ou se décontracter là, selon le positionnement du corps, mais qui nous permet de nous maintenir même quand on est en position couchée. Donc, c'est une fonction importante qu'il ne faut pas oublier, évidemment. L'autre fonction qu'on a tendance à oublier, mais qui est évidente, c'est indirectement, les muscles servent à vous protéger. Et
je vous donne un exemple. Les organes vitaux qui sont ici au niveau thoracique, hein, derrière la cage thoracique, on parle des deux poumons, le cœur par exemple. On pense souvent à la cage thoracique, cette grille, dans le fond, hein, comme cette cage faite d'os, hein, de côtes, comme vous connaissez, qui protège les organes. Mais ce qu'on oublie, c'est que par-dessus, ici on voit les côtes, mais par-dessus, j'ai plusieurs couches de muscles. Et même si la fonction de ces muscles-là, c'est de permettre certains mouvements, si vous recevez un coup ici à la poitrine, ben j'ai la peau qui protège, j'ai plusieurs couches de muscles, comme on le verra tantôt, qui va absorber une partie du choc, et oui, après j'arrive au niveau des os. Donc ça fonctionne un petit peu comme un coussin protecteur aussi. C'est peut-être une fonction un peu indirecte, parce que sa première fonction, c'est de permettre le mouvement, mais ça protège. Puis si le coup est très fort, bien évidemment, on peut fracturer les côtes, exemple. Mais c'est quand même, il faut voir là, qu'il y a comme 3-4 couches de muscles, à peu près partout, 3-4 étages de muscles, qui fait qu'on va protéger l'ensemble des organes et des tissus mous qui sont situés de façon plus profonde dans votre corps, évidemment. Donc ça, c'est une fonction qu'il faut savoir également. Moins évident, mais il faut le garder en tête aussi, la production de chaleur. Donc, à chaque fois qu'on contracte les muscles, on verra ça plus dans les prochaines capsules, on verra le détail métabolique, comment tout ça fonctionne, mais dites-vous, aujourd'hui, vous allez me croire sur parole, à chaque fois qu'on veut contracter un muscle, peu importe la taille du muscle, ça peut être des gros muscles au niveau de votre cuisse, exemple, les 4 muscles qui forment le quadriceps, les vastes, exemple, les muscles qu'on dit vastes, là, exemple, médian, latéral, peu importe, quand ils se contractent, ils produisent beaucoup de chaleur, c'est sûr, par leur taille. Ça peut être des petits muscles qui sont associés au niveau de vos poils, hein, et ces petits muscles miniatures, quand ils se contractent, elles produisent un peu de chaleur, moins, mais ils en produisent un peu. C'est ce qu'on appelle le frisson, en fait, quand vous voyez les espèces de... Parfois, on parle de chair de poule pour certains, là, les petites boules de chair, de peau qui se forment au niveau de votre peau quand vous avez froid. Ben, c'est vraiment ces petits muscles qui se contractent, qui donnent l'apparence, comme ils sont très près de la surface de la peau, donnent l'apparence de petites bosses. Mais comme on contracte le muscle, ça produit de la chaleur. Et c'est pas compliqué, à chaque fois que votre muscle se contracte, peu importe le muscle, petit ou gros, un effet, une conséquence indirecte de la contraction fait qu'on produit de la chaleur. En fait, on verra un jour qu'il y a une réaction chimique qui va se produire. Hein, on va prendre de l'oxygène, on va utiliser du glucose, et cette réaction chimique fait qu'on va produire de l'énergie sous forme d'ATP, que j'ai besoin pour contracter mon muscle. Mais il y a des sous-produits de cette réaction chimique-là. On va produire de l'eau, exemple, ou du CO2. Hein, c'est la respiration cellulaire qu'on a déjà étudiée au début de session. Et vous savez quoi? Ben, on produit de la chaleur aussi. Donc, il y a comme deux formes d'énergie qui sont produites. Quand vous contractez un muscle, vous avez besoin de produire de l'énergie sous forme d'ATP, mais la réaction chimique qui produit l'ATP, l'énergie que j'ai besoin pour faire bouger le muscle, en même temps, il y a une autre forme d'énergie qui est produite, qui est comme un sous-produit, qui est de la chaleur. Et en soi, ce n'est pas une fonction directe. Ça dépend de la situation, je dirais. Ce que je veux dire, si vous êtes en train de faire du ski l'hiver et qu'il fait très froid, ben on ne veut pas mourir d'hypothermie. Donc, une réaction de votre corps pour vous protéger, c'est de produire plus de chaleur. Il y a plusieurs façons de faire. Mais entre autres, on va grelotter, on va avoir des frissons, vous bougez, vous activez les contractions de l'ensemble de vos muscles. Ça produit de la chaleur, ça permet de vous réchauffer. Donc, dans ce cas-ci, les muscles seraient très importants pour non seulement permettre le mouvement, mais réguler votre température corporelle. Mais si vous faites un sport, exemple l'été, pourquoi vous transpirez? Vous jouez au hockey-ball dehors, au tennis, je ne sais pas trop quoi, puis vous commencez à transpirer. Ben, c'est pour vous refroidir. Et en fait, vous n'avez pas besoin de produire de la chaleur, mais en courant, en faisant votre sport, vos muscles se contractent énormément. Et évidemment, ça produit de la chaleur. Hein? Évidemment, on produit de l'ATP, mais aussi de la chaleur. Et ce surplus de chaleur, ben là, amène un problème parce qu'on était déjà à température normale de 37 degrés. Mais là, plus que j'utilise mes muscles, plus je produis de la chaleur. Et plus je produis de la chaleur, et plus je me réchauffe. Je monte à 38, 39. Donc là, c'est pas souhaitable. Mais c'est pour ça qu'on transpire quand on fait un sport. C'est pour se refroidir. Mais elle vient d'où, cette augmentation de chaleur? Mais c'est simplement une contraction musculaire. Donc, tout ce que je vous dis, en fait, c'est qu'une des fonctions des muscles, en plus du mouvement, c'est qu'en se contractant, on va avoir une production de chaleur, évidemment. Parfois, c'est utile pour se réchauffer quand on a froid. Hein, ça nous permet de contrôler la température. Mais parfois, ça devient un problème aussi parce que là, la température augmente trop. Donc, on aura d'autres mécanismes pour se refroidir. Mais ça, c'est une autre histoire. Et la dernière fonction, j'en ai glissé un mot, en fait, tantôt, à la dernière diapositive. Acheminement. Entreposage, ça va, mais surtout acheminement est plus facile à comprendre. Donc, le déplacement de matière dans votre corps. Donc, vous avez tout compris, tout le monde comprend très bien, en fait, que vous bougez, courez, levez la main, jouez au tennis, peu importe.
OK, on bouge les muscles pour faire bouger, on contracte les muscles, pardon, pour faire bouger les membres. Mais il faut avoir une conception interne aussi. Donc, plusieurs muscles, je parle au niveau du système digestif, tantôt j'en glissais un mot, il y a des contractions qui vont se faire au niveau de l'estomac. Là, j'ai pointé le foie, mais mettons l'estomac ici, les intestins, hein, la grêle ou le côlon, peu importe, pour déplacer les aliments qui sont en train de se faire digérer. Donc, évidemment, si on contracte les muscles dans les parois de ces organes-là, ça va pousser sur les aliments, puis on déplace les aliments dans les différentes sections du système digestif. On pense aussi, c'est pas un exemple qui est écrit ici, mais le sang, si je contracte les muscles, exemple, dans les parois des artères, elles vont se contracter, ça augmente la pression, ça pousse, et ça pousse sur le sang, donc, et ça favorise la circulation sanguine. Donc, pour déplacer le sang, l'urine que vous produisez au niveau des reins, les aliments dans votre système digestif, ben, il y a des contractions de muscles qui se font également au niveau des parois de ces organes pour déplacer ces substances, cette matière. Et donc, c'est un mouvement, quand on dit que les muscles servent au mouvement, ben, c'est une définition très large. Il faut voir ça tant au niveau des organes pour déplacer les matières dans votre corps que les mouvements de vos membres, exemple. Et on verra bientôt que les types de muscles qui permettent le déplacement de la matière ne sont pas les mêmes muscles. C'est pas la même sorte de muscle, en fait, que vos membres. Donc, il y a 3 sortes de muscles dans le corps et on va les voir bientôt, en fait. Maintenant, très important, peu importe le type de muscle auquel on a affaire, ces 5 caractéristiques doivent être là. Donc, un muscle qui s'occupe de l'intestin, de votre bras, de peu importe, doit avoir ces 5 caractéristiques pour être pleinement fonctionnel. Si une de ces 5 caractéristiques musculaires ne fonctionne pas, le muscle ne pourra pas faire le travail. Il va y avoir quelque chose qui ne fonctionnera pas. Donc, chez une personne en santé, évidemment, on a ces 5 éléments-là, et je vais les définir dans mes propres mots. Tant que c'est clair, que vous comprenez un peu qu'est-ce que ça veut dire, ces termes-là, on est correct. Hein? Je n'irai pas plus loin que ce que je dis présentement. Donc, première des choses, je vais rajouter peut-être quelques éléments qui seront notés dans votre cahier de notes là, au fur et à mesure que je parle, évidemment. Caractéristique première d'un muscle, c'est l'excitabilité. Donc ça, c'est un terme qu'on avait déjà vu dans le système nerveux. Au niveau d'un neurone, on disait que le neurone doit être excitable. Donc ceux qui ont une bonne mémoire, vous vous souvenez peut-être que excitable, ça veut simplement dire que c'est la capacité à réagir à un stimulus ou à une perturbation. Donc le muscle doit être capable de réagir à un stimulus. S'il n'est pas capable de réagir pour X raisons médicales, on verra différentes maladies, peut-être un peu dans mon cours, quand on aura le temps dans les prochaines capsules, si on a le temps en fait, sinon vous allez en voir en soins infirmiers bien sûr, mais peu importe pour l'instant la cause, si pour X raisons médicales je perds la capacité d'excitabilité, ça veut dire que le muscle ne peut pas réagir. C'est une cause de paralysie. Si mon biceps brachial dans mon bras droit n'est plus excitable, donc il n'est pas capable de réagir à un signal externe, à un stimulus, ben il ne se contracte pas. Puis il a beau être bien gros puis bien musclé, il ne réagit pas. Donc il ne bouge pas, contracte pas, paralysé. Okay? Donc c'est très important. Puis c'est vrai pour les muscles dans les organes ou les muscles cardiaques ou peu importe. Donc cette capacité à réagir. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je rajoute un point. L'excitabilité, dans le cas des muscles, je vous parle de stimuli, mais il y en a juste un. Il y en a juste un, et si vous faites un beau lien avec le système nerveux que vous avez déjà étudié pas mal dans la session, vous allez comprendre ce que je vais dire. Dans le fond, peu importe que ce soit un neurone du système nerveux autonome ou somatique, donc on verra tantôt qu'il y a des muscles qui se contrôlent de façon volontaire ou involontaire. Vous avez déjà vu ça, système nerveux autonome parasympathique, sympathique pour les organes, ou somatique pour les muscles de mes bras, mes jambes. Mais peu importe, il y a toujours un neurone moteur. Et c'est ça le stimulus, l'excitabilité. Donc, que ce soit un muscle d'un organe ou d'un bras ou d'une jambe, j'ai toujours besoin d'un neurone moteur. Et quand je dis que le muscle est excitable, en fait, c'est très simple. C'est pas comme les autres éléments du corps qui doivent être excitables, mettons, à une baisse de glucose ou une augmentation de glucose, à la lumière, à un son, ou peu importe les stimuli, ça peut être très, très variable. Le muscle, il y a juste un stimulus qui peut l'exciter, c'est le neurone moteur qui relâche des neurotransmetteurs. Donc, si c'est le muscle, des muscles, pardon, de vos membres, donc le système nerveux volontaire, hein, donc le système nerveux somatique, ce neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. Il n'y en a pas d'autre.
Donc, à chaque fois que je veux faire contracter un muscle, au niveau de ta jambe, tes doigts, ton bras, je dois avoir de l'acétylcholine. Et quand je parle d'excitabilité, en fait, pour ces muscles-là, c'est la capacité à réagir à l'acétylcholine. Pour X raison, si le muscle n'est plus excité par le neurone moteur, donc par l'acétylcholine qui relâche, ben, il a perdu sa capacité d'excitabilité, ne répond pas au neurotransmetteur, il ne se contractera plus. Je fais un petit rappel avec le système nerveux autonome parasympathique ou sympathique. C'est à peu près la même chose, sauf que le neurotransmetteur pouvait changer. Si c'était parasympathique, exemple sur le cœur, on a un neurone parasympathique, un nerf parasympathique, exemple nerf vague, ou nerf cardiaque ou sympa. Ben, si c'est sympathique, c'était de la noradrénaline, donc c'est pas le même neurotransmetteur. Si c'était le parasympathique, c'est aussi de l'acétylcholine. Si c'est un neurone moteur avec un muscle, avec vos membres, c'est aussi de l'acétylcholine. Donc on a comme 3 situations différentes qui impliquent 2 types de neurotransmetteurs. Mais peu importe la situation, il y a toujours un neurotransmetteur qui doit être libéré du neurone moteur pour stimuler le muscle. Et celui-ci devra être excitable, donc être capable de réagir au stimulus, plus précisément au neurotransmetteur. Et le modèle qu'on va étudier ici pour étudier les muscles dans cette capsule et les prochaines, c'est le système nerveux somatique. On ne parlera plus de l'autonome. Donc c'est pour ça que j'ai pris la peine d'écrire celui-ci et pas l'autonome. C'est très simple, en fait, cette séquence de notes de cours, c'est toujours de l'acétylcholine. Donc on va étudier le modèle des muscles de vos bras, vos jambes, donc volontaires. Okay? Donc c'est juste ça excitable, en fait. Conductibilité, ben, c'est pas très compliqué. C'est un peu comme avec le neurone. La définition est très simple. C'est la capacité du muscle à conduire, donc ça veut dire à déplacer un courant électrique, un potentiel d'action électrique. Et déjà, je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont faire des liens avec le nerveux et qui vont se dire « Ouais, mais c'est un peu comme un influx nerveux. » C'est exactement la même chose. Vous allez voir, les événements sont très, très similaires. On ne parlera pas d'influx nerveux parce qu'on est dans un muscle. Plus tard, c'est pas retenir aujourd'hui, mais plus tard, je vais vous parler d'un potentiel d'action musculaire. Mais c'est la même chose, c'est de l'entrée de sodium avec des canaux ligands dépendants, puis il y a des canaux voltage dépendants, puis des pompes, puis tout ça. On reverra ça, il y a des petites nuances, mais vous allez voir, ça ressemble beaucoup à l'influx nerveux. Mais pour l'instant, ça c'est une autre histoire pour les prochaines capsules, mais pour l'instant, ce que tu dois comprendre, la conductibilité, ben, ça veut dire qu'une fois qu'il est stimulé, le muscle, par le neurotransmetteur, il devra faire des potentiels électriques qui ressemblent beaucoup à un influx nerveux. Et le muscle devra être capable, donc les cellules musculaires, qu'on appelle des myocytes, devront être capables de transporter et de déplacer ces courants électriques, ces potentiels d'action. Et si on parle de la capacité de conductibilité, bon, oui, on réagit à l'acétylcholine, mais ça veut dire que le premier courant électrique, potentiel d'action qu'on produit, ne pourrait pas se transposer, se déplacer dans les différentes sections du muscle. Donc, évidemment, ultimement, il ne pourrait pas se contracter. Okay? Donc, très important aussi d'avoir cette capacité de conductibilité, donc de déplacer le courant électrique. Donc, déjà, peut-être ça te surprend un peu, mais ça ressemble un peu à l'histoire du neurone. Il faudra produire des courants électriques et les déplacer. Évidemment, 3, je passe vite, contractilité, contraction. Vous savez instinctivement que les muscles se contractent, et si on définit ça en termes français, tout le monde sait c'est quoi, mais des fois c'est un peu difficile de le dire de façon claire, mais c'est très simple. Un muscle, la contraction, exemple, ça c'est le même muscle, mais je te dis situation A, situation B. A, il est au repos. Ce même muscle en situation B, s'il est capable de se contracter, en fait, je vais faire différemment, il se contracte vers le centre généralement. Donc, il va se raccourcir vers le centre. Il est plus court. Contraction plus court. OK? Et c'est juste ça. La définition de la contractilité, c'est que le muscle doit avoir la capacité à se raccourcir comme ça. Et c'est dur à croire pour aujourd'hui, mais le fait d'être contractible, on verra éventuellement les événements qui conduisent à cette contraction, mais le fait d'être capable de se contracter, donc en d'autres mots de se raccourcir, va permettre le mouvement d'un membre, ou le déplacement de la nourriture ou du sang, comme on a vu tantôt. On verra plus tard comment ça marche tout ça. Donc, on a fait contractilité, évidemment. 4 et 5, faire attention. Souvent, en termes de français, vous confondez les deux, mais il y a une nuance biologique. Il faut faire très attention. Je commence par le 5, en fait, je reviendrai au 4 après. Extensibilité, c'est la capacité de s'étirer. Donc, un muscle doit être capable
peu importe la nature du muscle, tout muscle de votre corps, dans les 700 muscles connus, doivent être capables de s'étirer. C'est tout. Simplement que, exemple, vous faites une extension du bras droit et vous l'étirez, il faut que le muscle suive le mouvement. Il faut qu'il soit capable de s'étirer. S'il n'est pas extensible, il reste un peu comme un bloc de marbre, puis qu'il n'est pas capable de s'étirer, le mouvement va être limité dans son amplitude. Hein? Vous ne pourrez pas faire un mouvement avec une grande amplitude. Et j'exagère, mais si vraiment il ne s'étire pas du tout, le mouvement ne bouge pas, le membre ne bouge pas, pardon. Donc, c'est important d'être capable de s'étirer pour permettre un mouvement. Et plus qu'on vieillit, évidemment, ou si on est moins en forme, ou on a subi différents accidents, maladies, peu importe, cette capacité d'extensibilité va décroître, évidemment, selon les situations qu'on vit, mais essentiellement, avec l'âge, c'est certain que la capacité d'extensibilité chez un patient de 90 ans n'est pas la même que chez un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans. Donc, évidemment, la capacité, le rôle musculaire en termes de mouvement va être limité. On n'est plus capable de s'étirer. Et si le muscle ne s'étire pas, le mouvement est limité. Puis même, ça peut amener des lésions. Si vous faites beaucoup d'entraînement et tout ça, mais des types d'entraînement de souplesse, vous avez une meilleure sensibilité que si vous n'en faites pas. Arrêtez vos exercices, même si vous êtes jeune. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, vous allez perdre de la souplesse. Hein? Vous penchez pour toucher la pointe des pieds facilement, puis 3-4 heures plus tard, vous n'êtes plus capable. Et si vous forcez, là, vous pouvez vous blesser. Vous pouvez vous étirer ou déchirer un tissu. Donc, cette capacité d'extensibilité, je dirais, est importante pour permettre le mouvement dans sa pleine amplitude, mais aussi pour prévenir des lésions parfois. Alors, la différence avec élasticité, souvent, votre premier réflexe, c'est de me dire cette capacité de s'étirer, ce qui est faux, en fait. Ce qui est à demi-faux. On va nuancer. La nuance entre les deux, c'est que non, une fois que tu as étiré et que tu as fait l'extensibilité, oui, c'est une partie de l'élasticité, mais en fait, la grosse différence, et c'est ce que je veux que tu notes, c'est la capacité. Hein, l'élasticité, c'est la capacité du muscle à revenir à sa position normale. Et ça, c'est très important. Donc, pensez à un élastique. Tout le monde le sait. Vous étirez l'élastique, parfait. Vous le lâchez, il revient automatiquement en place. C'est la même chose. Donc oui, la capacité de s'étirer, donc la capacité d'extensibilité est très importante, mais si le muscle reste étiré et pas capable de reprendre sa position normale, c'est comme s'il resterait toujours étiré, déformé, ça va limiter aussi le mouvement contraire. Vous ne serez pas capable de ramener, exemple, votre bras est en extension, vous ne seriez pas capable de faire, exemple, une flexion. J'exagère dans mon exemple, mais c'est à peu près ça. Donc, non seulement c'est important de pouvoir l'étirer, mais c'est important de reprendre sa position normale après le mouvement, exemple, ou la tension qu'on pourrait exercer sur un membre ou sur un muscle. Alors, ça, c'est une nuance importante qu'il faut maîtriser, évidemment. Maintenant que vous connaissez bien ces 5 caractéristiques, on va étudier un petit peu les 3 sortes de muscles qui existent dans votre corps. Donc, en fait, les 700 muscles ou quelques de votre corps, on peut les classer en 3 catégories. Essentiellement, pour moi, il y en a 2. Celle du centre, ici, c'est comme une exception très unique, mais généralement, il y a ce qu'on appelle, donc la majorité des 700 muscles se retrouvent soit dans les muscles squelettiques, soit dans les muscles lisses. Maintenant, on vient à peu près de classer tous les muscles. Là. Il y a quelques muscles, en fait, le tissu cardiaque, qui est un peu à part. Donc, c'est la 3e catégorie, mais elle est très, très précise. Hein? C'est simplement ce qui... Donc, le muscle cardiaque, a des caractéristiques uniques qui ne sont pas propres aux 2 autres catégories. C'est pour ça qu'on fait une 3e catégorie, mais gardez en tête que c'est simplement au niveau du cœur. On n'en retrouve pas ailleurs dans le corps. Alors que tous les autres muscles vont être soit au niveau squelettique ou lisse. Première des choses, ça va de soi, mais quand même, je vais le dire au moins une fois, les muscles squelettiques, c'est les muscles qui sont rattachés au squelette, donc aux os. Exemple, le biceps. Votre biceps brachial au niveau du bras est rattaché à l'os du bras ici, qui s'appelle l'humérus, pas retenir l'humérus évidemment, mais tous les muscles squelettiques sont comme ça. Il y a d'autres muscles dans l'avant-bras, dans les jambes, les doigts, les pieds. Et ces muscles squelettiques, c'est les seuls muscles du corps qu'on est capable de contrôler de façon consciente, volontaire. Je décide de lever la main ou non. Je décide de courir ou de marcher ou de m'asseoir ou de rien faire. Donc, c'est volontaire, c'est vous qui décidez. Okay? Ça, c'est des caractéristiques très, très importantes à garder en tête. Pour les 2 autres catégories, c'est l'inverse, c'est involontaire. Donc, que ce soit le muscle cardiaque au niveau du cœur ou des muscles lisses,
C'est impossible de les contrôler de façon volontaire. Et les muscles lisses, ben, c'est les muscles au niveau des organes. C'est le mot-clé. Donc, on vous dit les organes creux, c'est correct, mais c'est un détail pour moi. Peu importe, mais tous les organes digestifs, les organes au niveau cardiovasculaire, mais pas le cœur, évidemment, mais au niveau des vaisseaux sanguins, surtout les artères, exemple, les artérioles, petites artères qu'on peut contracter, donc ils ont des couches musculaires importantes dans la paroi de ces vaisseaux-là qu'on peut contracter, au niveau de l'urétère pour déplacer l'urine, ou peu importe. Donc, aussitôt que c'est des muscles dans un organe que vous allez étudier au cours, soit avec moi, soit dans les prochains cours, les prochaines sessions, c'est des muscles lisses. Donc, c'est involontaire, évidemment. Et le cœur, ben, c'est aussi involontaire et on le retrouve au niveau du cœur, évidemment. Donc, ça, c'est la première chose que je vous demande de distinguer pour les 3 catégories de muscles. L'autre chose, ces muscles-là, un peu comme vous avez étudié avec les nerfs, ont des couches de tissus protecteurs, hein, des tissus conjonctifs, 3 couches, en fait, si on parle des muscles squelettiques, qu'on appelle le hipi, piri et endomysium. On verra tantôt l'organisation. Donc, il y a 3 couches de tissus conjonctifs qui protègent très bien le muscle, donc la cellule musculaire, mais aussi le muscle en soi. Mais si vous regardez les deux autres muscles, cardiaques ou lisses, il y a simplement une petite couche de tissu conjonctif protecteur très mince qu'on retrouve autour de la cellule, mais on n'a pas les 2 autres couches. Hein. Le pyrimysium et l'épimysium est inexistant. Donc, c'est moins bien protégé, en fait, le muscle cardiaque ou le muscle lisse par rapport au muscle squelettique. Donc, ça, c'est une autre différence, je dirais, anatomique entre les différentes catégories de cellules musculaires. Si je regarde au point de vue microscopique, il y a des différences aussi que je vous demande de faire. Donc, c'est surtout ce qui est dans l'encadré rouge que je vais parler. Le reste, c'est du détail culturel, les chiffres, tout ça, le diamètre, c'est pas important. Mais dans les encadrés rouges, je vais les détailler. Ça, c'est important pour l'examen. Donc, première des choses, vous allez comprendre pourquoi on parle de squelettique lisse. Hein? En fait, il y a une notion de strie. Il y a du tissu strié ou lisse, il n'y a pas de strie. Donc, je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Regardez, en fait, j'attire votre attention sur les cellules musculaires ici. Si on fait de la microscopie, juste en regardant les images des cellules musculaires ici, vous êtes capable de me dire laquelle de ces photos appartient à quelle catégorie de muscles. Exemple, le squelettique. Tous les muscles squelettiques de votre corps, que ce soit les bras, les jambes, peu importe, ont les mêmes caractéristiques communes. Donc, regardez ce que je pointe ici. Il y a des espèces de barres verticales comme ça. Hein? Dans un premier temps, ce que j'encadre ici, c'est une cellule musculaire. J'en ai une ici, j'en ai une deuxième ici, etc. Donc, j'ai 3 cellules musculaires squelettiques. Ça vous mélange parce que vous êtes habitué de voir des cellules rondes dans les modèles cellulaires, surtout en bio 1. Donc, c'est une cellule rectangulaire qui est en forme de bâton, si on veut. Alors, ça, c'est une cellule. On reconnaît des noyaux ici. Donc, il y a plusieurs noyaux. Ça, c'est une autre différence. Vous êtes habitué à un noyau. Cellule musculaire squelettique, c'est un peu une exception. Et pour l'instant, ce que j'ai pointé avec la flèche, on voit des barres verticales qui traversent comme ça la cellule musculaire. Ces barres-là, c'est en fait des protéines très spécialisées qu'on verra dans les prochaines capsules qui permettent la contraction de la cellule. Et ça ressemble à des barreaux, hein, comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est strié. On va parler de tissu strié. Dans les muscles squelettiques, il y a des espèces de stries, j'encercle le terme ici, qu'on peut voir. Comparé au muscle lisse, on dit qu'il est lisse parce qu'il n'y a pas de barreaux comme ça, il n'y a pas de barre. Donc, on reconnaît ici là, le noyau, cytoplasme. C'est une cellule qui est un peu en forme, on dit fusiforme. Là, hein? C'est un peu comme une cellule qui est très mince très effilée, très mince sur les extrémités, mais qui est un peu plus joufflue, plus gonflée au centre, avec un noyau central. Alors qu'ici, on a vraiment une cellule rectangulaire pour le squelettique avec des barres comme ça qu'on appelle des stries, qui sont des protéines en fait très spécialisées. Donc déjà là, le fait qu'il n'y a pas de barres, ben, c'est un système différent en termes de contraction. Nous, le modèle qu'on va étudier pour la contraction, c'est vraiment le squelettique, comme je disais tantôt. Maintenant, si je regarde le muscle lisse, pas la même forme, pas rectangulaire, fusiforme, pas de stries, c'est pour ça qu'on dit qu'il est lisse. Et donc déjà, ces caractéristiques-là sont importantes parce qu'elles vous permettent de distinguer les 2 tissus. Et on remarque également qu'il n'y a pas de noyau. Il y a un seul noyau dans le lisse alors qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est tout ce que je vous demande pour tout de suite. Okay? Si vous êtes capable de distinguer ça, ça nous aide à distinguer, d'un point de vue microscopique, les 2 classes. Muscle cardiaque, lui, est un peu comme entre les deux. Donc, il y a certaines caractéristiques communes au squelettique, puis il y a ses propres caractéristiques aussi. Alors, première des choses, ça, je peux te dire que c'est un muscle. C'est plusieurs
cellules musculaires qui viennent du cœur, parce qu'il y a quelque chose d'unique, ce qu'on appelle les disques intercalaires. Donc là, c'est peut-être difficile à voir ici à l'écran, mais il y a des stries un peu plus faibles, mais il y a des stries pareilles comme le squelettique. Donc ça, c'est le point commun. Il y a des stries comme ça un peu partout. OK? Donc là, ici, tu te dis, ouais, ben, comment on fait pour le distinguer? C'est comme le squelettique. Donc, tu es sûr que c'est pas du lisse, mais comment on distingue le squelettique du cardiaque? C'est la présence d'un disque intercalaire qui est importante de garder en tête. Donc, les disques intercalaires, j'en ai pointé 2 ici avec les flèches, comme des barres transversales, très foncées comme ça. C'est comme une strie, mais beaucoup plus épaisse. En bio 1, on vous demande juste de les distinguer. Donc, vous voyez que les disques intercalaires comme ça, vous savez que c'est présent seulement au niveau cardiaque. Donc, il y en a juste au niveau des cellules musculaires du cœur. C'est tout ce qu'on vous demande. Je rouvre une parenthèse. Je ne veux pas que vous étudiez ce que je vais dire. C'est de la matière de bio 2, mais il y a des gens qui aiment ça savoir, ben, pourquoi qu'on a ça. Ben, la fonction du disque intercalaire, il y en a 2 en fait. Ça permet, imaginez-vous, le cœur contracte très fort. Donc, ces cellules-là subissent une grande pression. Ils pourraient se détacher, se désagréger, le cœur se défraie. Donc, on a un système qui fait qu'on va les solidifier, ces cellules-là. Très important au niveau du cœur parce que c'est des contractions 24 heures sur 24. Le choc sur la cellule musculaire est fort, très fort. Donc, une des fonctions des disques intercalaires, c'est de solidifier le lien entre 2 cellules. Et en plus, ça agit un petit peu comme des tunnels. Donc, ça permet le passage de d'ions, exemple sodium, potassium, peu importe. Donc, il y a une communication chimique qui va se faire comme ça d'une cellule à l'autre. Ils sont toutes reliés par ces disques-là. Donc, ça, c'est en termes de fonction, mais c'est pas à retenir. Je ne veux pas que vous écriviez ça. Je t'en avance la prochaine session. Mais au moins, dans un cours d'introduction comme le mien, vous êtes capable de distinguer, donc de vous souvenir que les disques intercalaires sont au niveau cardiaque, musculaire évidemment, et ça les distingue des 2 autres types de tissus. Il y a aussi des noyaux, soit 1, soit 2, mais pas autant que le squelettique. Okay? Mais donc voilà, c'est pour ça que je disais tantôt que c'est un peu entre les deux. Hein. Parfois il y en a 2, donc c'est un peu plus que lisse, mais jamais autant que squelettique. Donc ça c'est pour les caractéristiques anatomiques. Maintenant, je vais revenir à la capacité de régénération tantôt. Le modèle de contraction implique plusieurs protéines et plusieurs ions. En fait, au niveau squelettique, on a tout le même système sans exception. On a besoin de calcium et d'une molécule, d'une protéine en fait très spécialisée qui s'appelle la troponine. C'est l'agencement des 2 ici, on verra comment ça fonctionne éventuellement, qui permet une contraction de la cellule et éventuellement du muscle au complet. Au niveau cardiaque, ça ressemble beaucoup. Calcium, troponine aussi. Les muscles lisses, c'est différent. On fonctionne avec la calmoduline. Ce n'est pas vraiment à l'étude. C'est un modèle qu'on ne va pas voir. Donc, je ne vais pas vous expliquer ça. Les sarcomères, on va voir ça. Troponine, on va voir ça. Donc, c'est ce qu'on va étudier en bio 1. Puis, la session prochaine, en bio 2, vous allez voir ce système-là. Donc, le plus important, en fait, c'est celui que je viens d'encercler. Le troisième, ici dans les muscles lisses, vous n'allez pas étudier ça dans votre deck. Et celui-ci, ben, vous verrez ça en prochaine session quand vous allez faire le système cardiovasculaire. Et très important, la régénération, parce que la façon que le livre l'explique, ça m'achale un peu, ça mène une confusion. Donc, il faut faire très, très attention. Il n'y a comme pas de nuance entre le squelettique et le cardiaque, mais dans la vraie vie, surtout vous autres, là, si vous travaillez en cardio, vous allez voir que c'est pas tout à fait exact. C'est pas une erreur, mais ça manque de nuances. Donc, c'est ce que je vais dire qui l'emporte sur le livre, là, fait qu'écoutez bien pour pas vous mélanger. Capacité de régénération, c'est dans le fond la capacité à faire de la mitose. Ça veut dire remplacer les cellules qui vont être détruites, okay? ou qui sont trop vieilles, qui sont brisées, ou peu importe. Alors, première des choses, vous savez très bien que, exemple, les neurones au niveau du cerveau, ben, la capacité de régénération est nulle ou très, très faible. Okay? Donc, si vous perdez les neurones, ben, on les perd. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je commence par les muscles lisses. Là, je suis tout à fait d'accord avec le manuel. On vous dit que le muscle lisse, par rapport au squelettique, au cardiaque, par exemple les muscles de l'intestin grêle, la régénération est très, très importante. Donc, ils ont cette capacité à se remplacer. Alors, si vous avez des lésions au niveau, je ne sais pas moi, l'intestin grêle ou au niveau musculaire, bien, normalement, plus qu'on est jeune, plus que c'est efficace, évidemment, mais normalement, on va remplacer assez bien ces cellules-là. Il y en a une de morte, on fait de la mitose, puis on les remplace. Donc, on peut dire que la régénération est très, très importante. On remplace, on répare facilement ces tissus musculaires. Quand j'arrive au niveau squelettique, là, vous pensez souvent que les muscles de vos bras, de vos jambes, se régénèrent facilement. C'est pas tout à fait vrai. J'aime beaucoup le terme limité. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec votre manuel ici. Limité, c'est vrai. Donc, on a une capacité de régénération qui existe, mais beaucoup moins forte
que les tissus lisses. Donc, il y a une certaine époque, moi, quand j'étais tout jeune, je m'entraînais dans les gyms, je faisais du sport, puis il y avait des coachs qui disaient ça, faut que ça déchire. Il y a peut-être encore des gens qui enseignent comme ça dans les gyms. Là, c'est une ancienne philosophie qui est vraiment plus à la mode, mais il y a des gens qui disaient, ben oui, il faut que ça déchire, il faut que ça se brise pour gonfler les muscles, tout ça. En fait, c'est de l'inflammation, puis c'est des tissus de réparation, puis moi, j'ai toujours été contre, comme biologiste, là, je peux vous dire que je suis pas d'accord avec cette idée-là, mais d'autant plus que si tu brises vraiment tes myocytes ici pour X raison, t'es pas échauffé, tu te blesses et tout, tu peux les réparer. Mais c'est limité. Puis à un moment donné, là, je ne veux pas rentrer en détail, c'est le sujet d'une autre capsule, mais on verra que tu as comme une banque de cellules souches, entre guillemets, les cellules satellites, que tu peux puiser dedans pour remplacer tes cellules. Mais à un moment donné, quand tu n'en as plus, tu ne vas pas renouveler cette capacité-là. Donc, plus que tu régénères, tu répares tes tissus, musculaire, squelettique, moins tu vas pouvoir régénérer plus tard. Et plus que tu vas vieillir, évidemment, plus que tu perds ces cellules-là. Et plus que ta capacité de régénération va être limitée. Donc, c'est limité déjà dès ta naissance par rapport aux tissus lisses, mais je peux te dire que plus que tu vas vieillir, ça va devenir de plus en plus limité. Ta capacité de régénération à 25 puis 30, elle est plus limitée qu'à 5 ans, meilleure qu'à 45, mais elle commence déjà à être plus limitée. Puis plus que tu vas vieillir, ça va être comme ça. Donc, cette nuance-là, il faut bien la faire. Okay? Donc, ça se régénère moins bien que le lisse, le squelettique. Où ça m'achale, c'est que le cardiaque, il marque limité aussi. Donc, ils ne font aucune nuance entre les deux. Tu as l'impression que le muscle cardiaque se régénère aussi bien que le squelettique, ce qui est faux de mon point de vue. Donc, vous allez voir, c'est pour ça, en soins infirmiers, je voulais attirer votre attention. Dans d'autres disciplines, ça m'achale moins, mais avec les autres, ça m'achale énormément, parce que si un jour tu travailles en cardiologie, dans ta carrière, ou si tu as des gens autour de toi qui font des crises cardiaques, exemple, l'artère coronaire bloque, tu fais un infarctus, c'est quoi le problème? Si j'étais capable de régénérer, tu sais, un infarctus du myocarde, myomyocytes, c'est cellules musculaires qui sont mortes. Hein? L'artère coronaire bloque, il y a moins de sang, moins d'oxygène, moins de nutriments. Ces cellules-là meurent parce qu'il manque de nutriments, mal irrigués en termes sanguins. Si tu perds 5% de ton cœur, ben, il te reste 95. Ben, quand on dit ça, perdre 5% du cœur, techniquement, c'est 5% des myocytes qui permettaient la contraction des oreillettes, des ventricules cardiaques. Si tu en perds 75%, tu es vraiment dans le trouble. Tu es 3/4 du cœur qui ne se contracte pas. C'est pas viable. Quoiqu'il y a des exceptions. J'ai connu des gens qui fonctionnaient avec une perte de 55 à 65% de myocytes. Pour moi, ça défie l'entendement, mais c'est possible. Il y a toujours des cas un peu miraculeux. Ceci étant dit, ça ne se régénère pas. Si ça se régénérait, il n'y aurait pas de problème. On pourrait régénérer comme les blessures que tu as eues dans tes jambes si tu as fait des sprints ou de la course de fond ou du hockey ou je ne sais pas quoi. Donc, je suis d'accord de dire qu'elle est limitée cardiaque plus que le lisse, mais elle est encore plus limitée que le squelettique. Il y a une nuance entre les deux. Je ne veux pas que vous sortiez du cours en vous disant, mais le cardiaque, c'est comme les squelettiques. Non, 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 c'est les pires. C'est comme les neurones. C'est ce qui se régénère le moins en termes de muscles. Donc, moi, je vais fort, là. Je vais quasiment à l'opposé du livre limité. J'utilise quasiment le terme inexistant. J'exagère un peu. Je suis prêt à accorder le mot très faible. OK? Donc, je dis pas qu'elle est complètement à 0 et peut-être à 2%. C'est très, très faible. Donc, je veux que vous compreniez qu'il y a une différence entre les trois. Okay? Alors que le lisse est très utilisé, squelettique moyen, cardiaque très, très, très faible. Okay? De toute façon, si vous ne me croyez pas, puis vous dites que c'est le livre qui a raison, vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez travailler en cardio, si vous connaissez des gens qui ont des crises cardiaques, ben, c'est des lésions qui ne se guérissent pas. C'est le problème. Si on pouvait régénérer, ben, il n'y en aurait pas de crise cardiaque. Le cœur se régénérerait et on fonctionnerait bien. Il n'y aurait pas d'insuffisance cardiaque suite à une crise cardiaque et des choses comme ça. Okay, donc, il faut faire attention ici si je vais un petit peu à l'encontre de votre manuel. Maintenant, en termes d'organisation, hein, si je vous dis un muscle squelettique, je ne parle pas des muscles lisses, c'est notre modèle d'étude aujourd'hui, c'est le muscle squelettique, vous devez avoir une image en tête. C'est pas le cas pour l'instant, mais tu sais, un muscle, c'est quoi? Ben, on va voir comment c'est fait un petit peu, puis une fois que je vais avoir terminé mes explications, ben, cette image-là, je voudrais qu'elle reste en tête. À chaque fois que vous allez travailler avec les muscles, c'est cette image-là que vous devez avoir. Donc, première des choses, oui, il y a des cellules musculaires. Cyte, ça veut toujours dire cellule, myo. Donc ça, c'est le terme que je préfère, myocyte, cellule musculaire. Malheureusement,
on parle souvent de fibres musculaires et ça mène une très grande confusion. Donc là, à partir de maintenant, il faut faire attention. Vous lisez le livre, vous lisez, en fait, n'importe quel livre de biologie. Il y a des gens dans les gyms, des coachs sportifs, des médecins et tout. Tout le monde utilise les termes fibres musculaires à n'importe quelle sauce. Puis là, à un moment donné, on est mélangé. On a l'impression que des fibres musculaires, c'est comme des fibres de muscle, qu'il y a plusieurs cellules musculaires et c'est faux. Ça, c'est des faisceaux, on verra ça tantôt. Donc, les myocytes ou des fibres musculaires, écoutez bien ça, c'est des synonymes. Donc, si un jour quelqu'un, j'utilise pas beaucoup le terme fibre musculaire, mais je vais le faire de temps en temps parce qu'il l'utilise dans le livre. En fait, votre manuel, malheureusement, utilise autant myocytes que fibre musculaire, puis là, ça mène une confusion. Donc, pour l'instant, ce qui est bien important de démêler, c'est que si tu entends le mot myocyte, cellule musculaire ou fibre musculaire, c'est trois mots qui disent la même chose. Une voiture, un char, une auto, c'est pareil, c'est la même chose. Okay? Donc, faire attention, parce que je suis conscient qu'en termes français, fibre, on n'a pas l'impression que c'est une cellule, et pourtant, c'est une cellule de muscle. C'est une cellule musculaire. Okay? Donc, maintenant que tu sais ça, pour tous les muscles squelettiques, on est organisé de la même manière. J'ai une cellule musculaire, ou un myocyte, ou une fibre musculaire, même chose, qui va être attachée à d'autres cellules musculaires, donc à d'autres myocytes. Et tous ces cellules musculaires-là, je vais les attacher, les couvrir avec 3 couches de tissu conjonctif pour les protéger. Puis évidemment, ces cellules musculaires ont besoin d'oxygène, elles sont vivantes, donc d'oxygène, glucose ou différents nutriments pour pouvoir produire de l'ATP, pour survivre et même pour contracter. On verra tantôt, pas tantôt, mais dans une autre capsule comment ça fonctionne. Et là, dans ce cas-là, ça me prend des vaisseaux sanguins pour donc amener les nutriments, nourrir ces cellules-là. Puis évidemment, ça me prend aussi des vaisseaux sanguins, des veines, pour récupérer le CO2 ou les déchets que je veux retourner en circulation sanguine. Donc, c'est toujours la même chose. Des cellules, 3 couches de tissu conjonctif, des vaisseaux sanguins qui alimentent le muscle. Et bien sûr, j'ai des nerfs, et même, je pourrais dire, surtout des nerfs moteurs. Il peut y avoir des nerfs sensitifs aussi pour informer, mais nous, on va étudier beaucoup les nerfs moteurs. Donc, pas de nerfs moteurs, tu es paralysé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est lui qui va indiquer, hein, non seulement il va produire des influx nerveux, mais il va indiquer au muscle quand se contracter. Donc, quand le nerf moteur fait un influx nerveux, il relâche des neurotransmetteurs. Comme j'ai dit tantôt, ici, c'est l'ACH, l'acétylcholine, qui va stimuler la contraction du muscle. Puis évidemment, j'ai besoin de tout ça pour bien fonctionner. Si vos vaisseaux sanguins sont bloqués, puis il n'y a pas assez d'oxygène qui rentre, ou pas assez de glucose, ben on ne fera pas assez d'ATP, puis on ne pourra pas contracter. Si on comprime le nerf, les influx nerveux ne passent pas, hein, les ions ne se déplacent pas dans l'axone, ben, on ne contracte pas. S'il y a un problème de relargage, il y a des toxines qui empêchent le relargage d'acétylcholine, exemple un poison qui s'appelle le curare, ben, ça vient interférer avec l'acétylcholine, donc on paralyse le muscle. Alors, tout ça doit bien fonctionner, évidemment, et tout ce que je viens de vous dire, ben, c'est vrai pour tous les muscles squelettiques de votre corps. Ils sont organisés de la même manière. Ici, je fais une petite parenthèse sur ce qu'on entend souvent. J'ai souvent des étudiants ou des étudiantes qui s'entraînent dans les gyms, puis là, qui me parlent de fibres rouges, fibres blanches. Parfois, on parle même de fibrosées. Puis là, selon mon sport, j'ai un sport d'endurance ou de puissance, ben là, mon coach veut que je développe plus les fibres rouges, les fibres blanches. Puis là, on ne sait plus trop c'est quoi. Et ça aussi, ça mène une confusion. Donc, on va clarifier ça ici un peu. Là. Encore une fois, les encadrés rouges, plus importants. Le reste, c'est du détail. Mais première des choses, les fibres, quand votre coach vous parle, ou vous entendez ça dans la vie de tous les jours, moi j'entends ça régulièrement, ben, les gens pensent que c'est des fibres musculaires, donc des morceaux de muscle. C'est faux. On est au niveau d'une cellule musculaire, je l'ai dit tantôt. Hein, c'est la même confusion. Donc ça, c'est la première chose. Quand je lis ici fibres oxydatives, ben, c'est les fibres musculaires de type 1, des cellules musculaires de type 1. Parfois, il y a des gens qui me demandent, est-ce que c'est vrai que dans un muscle, je peux favoriser le développement des fibres rouges versus les fibres blanches? Donc, un type de myocyte par rapport à l'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, avec certains types d'exercices, on peut un peu modifier les proportions. Mais à la base, il y a des muscles qui vont avoir de façon naturelle plus de myocytes de type 1 ou rouge par rapport aux blanches. Je ne vous demande pas d'apprendre les types, là, 2A, 2X, tout ça. C'est pas grave, on va y aller avec les couleurs, ce qui est l'appellation courante là, dans la vie de tous les jours. Donc, premièrement, la couleur, il y a une logique. Et je vous pose la question. Si je vous dis les cellules musculaires, les fibres musculaires oxydatives, donc, si je vous dis qu'ils sont rouges, puis si je parle des blanches, lequel vous pensez qui est le plus irrigué en termes de sang?
ben, c'est évidemment les rouges. Hein. S'ils sont rouges foncés, c'est parce qu'il y a beaucoup de sang, alors que les blanches ont moins de sang. Ça veut dire qu'il y a un lien comme ça. Et tous ces encadrés-là, ben, ouais, c'est du par cœur un peu, mais en fait, tout se réfléchit. Si je parle de la couleur, les fibres rouges, OK? Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de capillaires, beaucoup de vaisseaux sanguins, donc beaucoup de sang. Si j'ai beaucoup de sang, ça veut dire que j'ai beaucoup plus d'oxygène que les blanches. Les blanches ont moins de sang, donc ils vont avoir moins d'oxygène. Ça, c'est la différence anatomique, mais il y a un rôle physiologique. Quand on me dit aérobie, ça veut dire que j'ai besoin d'oxygène pour la contracter ici. C'est pour ça que j'en ai beaucoup d'oxygène qui arrive. Beaucoup de sang, beaucoup d'oxygène de délivré. Donc, besoin d'oxygène. C'est ça que ça veut dire aérobie. Donc, quand tu utilises ces muscles-là, c'est pour ça qu'on va être souvent essoufflé. Quand on respire plus vite, on va chercher plus d'oxygène. Puis, c'est important pour tous les types, mais particulièrement pour le type rouge. Et comme j'ai beaucoup d'oxygène, ça veut dire que je vais faire beaucoup de réactions chimiques, beaucoup de respiration cellulaire pour produire un maximum d'ATP. Donc, produit beaucoup d'ATP et ça va me permettre d'effectuer un travail musculaire d'endurance, hein, de résistance, d'endurance sur le long terme. Vous faites de la bicyclette dans une montagne. Okay? Donc, ça c'est de l'endurance. Marathonien. C'est les fibres qui permettent un travail sur une longue durée. Hein? C'est ça l'endurance. Et c'est complètement l'inverse des blanches. Les blanches, il y a moins d'oxygène. Donc, on a moins d'oxygène parce qu'il y a moins de sang, donc c'est blanchâtre. C'est pas qu'elles sont moins importantes, mais c'est juste que comme il y a moins d'oxygène, on ne travaillera pas sur le long terme. Ici, on pourrait dire ça, c'est sur le long terme, travail de résistance, d'endurance. Alors qu'ici, diminution de le blanc, donc moins de capillaires, moins de sang, moins d'oxygène. Dans ce cas-ci, on va utiliser ça beaucoup plus sur un effort qui est bref, mais de puissance. Okay? Ça veut dire que j'ai besoin d'une puissance musculaire rapide. On maximise la production d'ATP sur une courte période. C'est pour ça qu'on dit que souvent, c'est pas à retenir, mais ça peut nous aider à comprendre. Ici, la production d'ATP est rapide, bref. J'ai pas beaucoup d'oxygène, mais tout ce que j'ai, j'utilise tout de suite pour faire, par exemple, un haltérophile qui lève, ou une haltérophile, évidemment, qui lève des poids. Donc, j'ai pas besoin de tenir ça pendant 4 heures, mais j'ai une surcharge à soulever rapidement. Un sprint, pour moi, je sais qu'il donne l'exemple dans les deux, mais moi, je parlerais plus de marathon avec les fibres rouges, puis de sprint avec les fibres blanches. J'ai besoin d'une puissance musculaire rapide. Un sport très intense et rapide. Et là, c'est une simplification. C'est évident que je prends quelqu'un qui fait un sport complexe, je sais pas moi, au hockey. Ben, je dis complexe parce qu'il y a plusieurs mouvements. Je vais aussi bien travailler avec les fibres blanches que les fibres rouges. Ça dépend de la situation. J'ai besoin d'endurance pour tenir mon chiffre sur la glace, mais en même temps, j'ai besoin peut-être dans une situation de patiner beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un sprint, je reviens rapidement. Donc, c'est les blanches, mais j'ai besoin d'une résistance aussi. Donc, l'ensemble des activités que vous allez faire va nécessiter souvent un amalgame des deux, selon la situation complexe. Puis, il y a les types de muscles. Souvent, de façon naturelle, c'est pas à retenir, mais les membres supérieurs, les bras, oui, la résistance peut être importante, mais de façon naturelle, on développe plus une puissance qui est là par le fait qu'on va souvent soulever des masses et des choses comme ça. Alors qu'au niveau des jambes, ben, le bas des jambes, exemple, je devrais dire les mollets et tout, ben là, le mollet en soi, il ne soulève pas de charge, il subit souvent tout ça, donc c'est des muscles qui vont avoir plus de fibres rouges pour la résistance. Les jambes, c'est un peu entre les deux, j'ai un mélange de blanche et de rouge. C'est pour ça qu'on va parler de rosé. Et c'est très compliqué, très simple, pardon, c'est juste l'inverse, on se relaxe, là, je ne veux pas créer de panique, très très simple. Donc, l'idée, les roses, c'est entre rouge et blanc, ben, c'est la même chose du point de vue anatomique. Donc, ils sont moins vascularisés que les rouges, mais plus que les blanches. Donc, ça nous donne ici une caractéristique intermédiaire, modérée. C'est des muscles vraiment qui ont les avantages des deux, mais sans être parfaits. Okay? Ça veut dire que tout ce qui est intermédiaire, modéré, qui fait appel à une résistance, mais à une certaine puissance aussi. C'est surtout ça que je veux vous retenir. Okay? Pour le reste, la vitesse de contraction, c'est moins important. Bon, tout ça. Si vous avez cette idée-là, à peu près, ça va. Puis évidemment, c'est une parenthèse. Je ne vais pas faire des questions de 40 points là-dessus. Là. Donc, apprenez-moi pas tout le tableau par cœur et tout. Si vous êtes capable de comprendre à peu près ce que je viens de dire, c'est en masse suffisant pour l'examen. Vous allez voir, on a des choses beaucoup plus poussées, plus importantes qui vont venir dans les prochaines capsules.
Donc, toujours en termes d'organisation du tissu musculaire, on a aussi, exemple, des tissus conjonctifs qui vont protéger. Hein? Donc, j'en parlais un petit peu tantôt. Dans le cas des muscles squelettiques, il y a 3 couches. Okay? Et ces tissus conjonctifs, la première fonction, c'est bien sûr de protéger, je l'ai dit plusieurs fois. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a 2 autres fonctions à ces tissus-là qui ne viennent pas en tête tout le temps. Ben, c'est aussi mon point d'attache. Okay? Comment je fais pour fixer un muscle aux os? Par exemple, je parlais du biceps brachial dans le bras tantôt. Comment je fais pour l'attacher à mon os dans le bras qui s'appelle l'humérus, mettons? Comment je fais pour le fixer? Ben, on verra tantôt qu'il y a des espèces de cordes, de cordage qu'on appelle des tendons, mais ces tendons-là sont pris après quoi? Oui, ils vont s'attacher à l'os, mais après le muscle, c'est les tissus conjonctifs qui servent de point d'attache. Donc, on va fixer comme ça les différents muscles squelettiques à partir du tissu conjonctif. Surtout le tissu conjonctif qui est la couche la plus externe. Puis ensuite, je vais faire entrer de l'oxygène des nutriments, donc des vaisseaux sanguins, des artères, des petites artérioles, puis je vais faire sortir des veines hein, avec le CO2 et tout. Bien, ça me prend un point d'entrée. Et c'est à partir du tissu conjonctif qu'on va pouvoir justement adapter le tissu pour pouvoir faire pénétrer ces vaisseaux sanguins-là à l'intérieur du muscle, les nerfs aussi, les nerfs moteurs aussi, exemple. Okay, donc, il y a une triple fonction, en fait, ici, pas juste la protection. En termes d'organisation, bien, ceux qui se souviennent de l'organisation d'un nerf, c'est exactement la même logique. Vous allez reconnaître les préfixes épi, péri et endo. Donc, même chose. Endo, c'est la couche la plus interne de tissu conjonctif. Péri, elle est centrale, intermédiaire. Et épi, donc c'est la couche extérieure, la plus externe. Quand on étudiait le système nerveux, les nerfs étaient organisés comme ça, avec 3 couches de tissu conjonctif, mais on parlait de nerfs. Endo-nerf, nerf pour nerf, périnerve, épinerve. C'est la même chose, mais il faut faire attention à ne pas confondre les deux. Donc, au lieu de nerf, ici, on va parler de mysium. Mysium, myocyte, ça revient toujours au muscle. Donc, je l'ai dit souvent, hein, souvent quand je suis en classe, je dis ça. Je sais que la biomédicale, c'est beaucoup de termes, c'est un nouveau langage, comme si vous appreniez une nouvelle langue. Mais quand on commence à être familier avec les racines, ben, ça devient très simple à déduire. Endo intérieur, épi extérieur, OK, nerf, nerf, mysium, muscle, M pour muscle, ben, c'est facile à retenir, en tout cas plus facile. Donc, endomysium, c'est la couche de tissu conjonctif la plus interne qui entoure chaque myocyte. Le péri, ça va être au centre, donc on verra que plusieurs myocytes vont s'organiser en faisceaux, c'est comme des groupes de cellules musculaires, donc le périmésium va être autour. Et l'épimésium, ben, c'est la couche extérieure qui attache tous les faisceaux ensemble pour faire le muscle, tout simplement. Cette figure illustre ce que je viens de dire en mots. Donc, de façon très simple, en fait, c'est pas compliqué, mais ce schéma-là d'expérience, ça vous mélange. Fait que j'essaie de faire ça le plus simple possible, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qui est difficile, c'est que la cellule musculaire, le muscle, les faisceaux ont toutes la même forme. Fait qu'on ne sait plus vraiment qui est quoi. Donc, si je regarde le muscle ici, la cellule musculaire ou le faisceau, ils ont toutes la même forme. Fait que, première des choses, je commence avec le côté le plus profond, la cellule musculaire ou la fibre musculaire. Donc, la myocyte, c'est une cellule. Vous êtes habitué de voir des cellules qui ont cette forme-là. OK? Bien, ici, ce que je vous montre avec l'encadré rouge, c'est la même chose, c'est une cellule comme ça. On les voit ici, il y a des noyaux, il y en a plusieurs, ça c'est une distinction, donc il y a plusieurs noyaux, exemple, du cytoplasme. Et ce qui vous mélange, ben, c'est parce que le cytoplasme ici est bourré de tiges de protéines. On appelle ça des myofibrilles, vont permettre la contraction de la cellule, on verra ça dans une autre capsule. Et c'est pour ça, vous ne réalisez pas que c'est une cellule, mais ces fibres-là, c'est des protéines qui flottent dans le cytoplasme. Donc tout ça, c'est une cellule au même titre que la cellule ronde. Et comme je le disais à la dernière diapo, ben, autour de cette cellule-là, j'ai une couche de tissu conjonctif qui s'appelle l'endomysium. Donc, on le devine. Hein, l'endomysium va être autour de cette cellule-là. Regardez bien ce que je fais. Cette cellule musculaire-là, ici, c'est exactement la même chose que celle que j'encercle ici. Donc, la cellule que j'encercle, on voit juste le dessus avec ses protéines à l'intérieur du cytoplasme. C'est celle-ci, tout simplement. Donc, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai plusieurs cellules qui sont attachées ensemble. J'en ai d'autres ici, cellules, mais ils ne sont pas attachés ensemble. Donc, toutes les cellules qui sont regroupées ensemble, on appelle ça un faisceau. Un faisceau, c'est quoi? Vous pouvez le noter. C'est plusieurs myocytes
Donc, plusieurs myocytes qui sont attachés ensemble. Pour les maintenir ensemble, ces myocytes, on va les envelopper dans du tissu conjonctif, ma deuxième couche, qui est le périmésium, qui est écrit ici. Et donc, mon faisceau est un regroupement de myocytes, et à l'extérieur, comme ça, du faisceau, je vais mettre du périmésium, qui est un peu comme ma couche intermédiaire dans le muscle. Techniquement, le dessin que j'ai présenté tantôt avec celui-ci vous mélange, parce que vous ne réalisez pas c'est quoi. Donc, si je refais ça différemment, le faisceau, hein, tout ça c'est le muscle. Si je prends le faisceau ici, qui contient plusieurs cellules musculaires, bien le faisceau ici, c'est lui. Donc, tout ça c'est le faisceau. Ce n'est pas un muscle, c'est un faisceau. Un muscle, c'est plusieurs faisceaux. Donc, ici, j'ai un seul faisceau avec une cellule comme ça que j'ai montré. Donc, il y a plusieurs cellules, une que j'ai sortie comme ça. Ce faisceau-là, je l'agrandis, je vois une cellule avec les autres ici, c'est un faisceau. Mais là, vous réalisez qu'un muscle, c'est plusieurs faisceaux. Donc, j'ai un faisceau ici avec plusieurs cellules. Mais si je regarde le muscle qui est ici, alors c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Un faisceau avec différentes cellules, deuxième faisceau, troisième faisceau. Donc, le muscle, en fait, c'est plusieurs faisceaux ensemble. Et même la façon que je l'ai expliqué ici, ça mène une confusion, j'ai peut-être mal nuancé et tout. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je vais au tableau blanc, je fais un dessin très simplifié. Puis, étonnamment, peut-être pas pour tout le monde, mais étonnamment, ce dessin simplifié fait le travail. Hein. C'est souvent, en tout cas, quelques étudiants vont me dire que c'est plus clair sur le dessin. Donc, que ce soit ici ou sur l'autre, ben, peu importe, si vous comprenez un peu l'organisation d'un muscle, moi, je vais être satisfait. Et ça va me permettre aussi de nuancer un petit peu ce que j'ai dit, si ce n'était pas trop clair. Donc, on va commencer vers la couche la plus interne. Et là, ce que je dessine ici, je ne les fais pas en rectangle et tout, ce qui n'est pas tout à fait exact. C'est simplement comme si on avait une vue du dessus, mais c'est aussi pour simplifier. Hein? C'est vraiment symbolique. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas d'être réaliste, c'est de vous faire comprendre l'organisation. Donc ici, j'ai un myocyte. Une seule cellule. Moi, je veux t'expliquer un muscle squelettique, comment c'est organisé. Évidemment, ce n'est pas une cellule, c'est plusieurs cellules. Donc, première des choses, une cellule autour, ce que je colore en rouge, c'est cette petite couche personnelle de tissu conjonctif que je vais appeler l'endomésium. Donc, l'endomésium, ensuite, j'ai la cellule musculaire que j'appelle un myocyte. On pourrait l'appeler aussi fibre musculaire, c'est la même chose. Évidemment, je n'ai pas juste une cellule. Donc, j'ai une autre cellule musculaire ici avec son endomésium. J'en ai une troisième ici. Et là, on pourrait en faire plusieurs comme ça. Je pourrais faire, ça c'est un petit paquet de myocytes. Je pourrais faire à côté un autre petit paquet de myocytes. Donc, un myocyte avec son endomésium, un deuxième avec son endomésium ici. Donc, comprenez le système. C'est la même chose. Puis, je peux en faire un autre dans le coin ici, exemple. Quand je fais 3 myocytes, ça allait plus vite. Toujours l'endomésium, comme ça, en rouge. Et j'ai toujours cette organisation-là. Et évidemment, vous me voyez venir, l'écran en blanc serait le muscle au complet, mais je t'expliquerai ça plus tard. Donc, j'ai été avec une cellule musculaire, l'endomésium, et là, vous me voyez venir probablement. Ici, j'en ai 4 cellules musculaires, donc je devrais les raccrocher ensemble pour faire un faisceau. Donc, le faisceau, tout simplement, je vais le faire sous forme carrée. Ce que je fais présentement, c'est une couche de tissu conjonctif qui vient attacher, raccrocher ensemble, hein, les maintenir ensemble, ce petit paquet de myocytes-là. Donc, la couche de tissu conjonctif que j'ai colorée ici sous forme carrée, c'est évidemment la couche du centre, donc c'est le périmésium. Ça, c'est la couche carrée. J'ai les cellules musculaires, les myocytes au centre, et l'agencement des deux, donc un paquet de myocytes attaché avec le périmésium. Quand je parle de tout le kit, on va parler d'un faisceau. Ce n'est pas encore un muscle, mais j'ai un faisceau musculaire. Autrement dit, un paquet de myocytes raccrochés, attachés ensemble dans du périmésium. Un muscle, c'est plusieurs faisceaux. Donc, si je vais sur le paquet de droite ici, je refais la même chose. Je dessine mon périmésium ici, tout simplement.
Ça me fait un deuxième faisceau. Il y a toujours les myocytes avec le pyrimysium autour. Je n'aurai un troisième ici. Donc, ici, c'est pas tout à fait réel. Ça serait un muscle avec un très petit muscle, hein, très simple. Il y aurait juste 3 faisceaux, ce qui est très rare. Là. Dans le fond, on a plus que ça. Mais ça me donne une idée. Et le muscle, c'est quoi? Ben, dernière couche de tissu, la plus externe, qu'on a vu tantôt. Donc là, je fais un grand rectangle qui va raccrocher tout ça. Vous aurez deviné que c'est mon tissu conjonctif le plus externe. Et cette couche-là, c'est la dernière couche, donc l'épimésium. OK? Et c'est quoi un muscle? Ben, c'est pas juste un faisceau, c'est plusieurs faisceaux. Donc, l'épimésium sert à raccrocher, attacher ensemble les 3 faisceaux, selon mon exemple. Donc, ce muscle-ci, la couche la plus externe, épimésium, enferme, rattache ensemble, hein, va maintenir ensemble mes 3 faisceaux. Chacun des faisceaux est fait de périmésium. Et à l'intérieur du faisceau, j'ai plusieurs cellules musculaires, des myocytes, donc ici, ou le deuxième ou le troisième faisceau. Et dans un faisceau, j'ai plusieurs cellules musculaires, bien sûr, mais si je prends une seule cellule musculaire que j'isole, ben elle a son propre endomésium. C'est dur à croire, mais ce que je viens de dessiner là, c'est exactement la même chose que ça. Mais l'idée, pour une fois, le fait que j'ai aucun talent d'artiste et que je dessine très mal, ça simplifie. Parce qu'ici, l'artiste du livre a fait un dessin beaucoup plus beau et plus élégant et beaucoup plus réaliste en dessinant toutes les fibres protéiques. Sauf que ça mène une confusion parce que tout a l'air de la même chose. Alors que moi, je suis incapable de faire un beau dessin, donc j'y vais avec des rondes, des carrés, mais parfois, pour certains, ça simplifie. Et pourtant, ce que j'ai fait au tableau blanc, c'est plus simple, tant mieux, c'est pas le cas, tant pis, mais si c'est plus simple, tant mieux, et c'est exactement la même chose que ça. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est la même chose. Et si vous n'aimez pas ce dessin-là, puis que mon dessin est plus clair, gardez mon dessin en tête, c'est suffisant pour se débrouiller dans le cours. Si vous n'aimez pas le dessin, vous aimez mieux le livre, évidemment, ben, il n'y a pas de problème avec ça, tant que vous soyez fonctionnel, évidemment. Presque terminé la capsule, quelques petits détails anatomiques et on termine ça en beauté. Donc, première des choses, le terme tendon, c'est très important au niveau des muscles. Pour névrose, vous allez voir, c'est un tendon un peu spécial, mais généralement, les tendons, là, ce qu'il faut garder en tête, c'est un peu comme une corde. Hein? Vous ne me dites pas ça à l'examen, mais c'est une image que je veux que vous ayez en tête, ça va vous aider. C'est une corde qui attache le muscle à l'os, tout simplement. Donc, les extrémités de ton muscle squelettique se transforment en tendons, et les 2 tendons vont être attachés à un os. C'est ce qui permet de maintenir le muscle en place, mais aussi, quand il va se contracter, il tire sur la corde. Donc, on tire sur le tendon, ce qui va ramener, exemple, l'os vers lui, ce qui fait un mouvement. Exemple. Donc, tu te sectionnes un tendon, il n'y a plus de mouvement possible. Hein? C'est vraiment en tirant sa corde. Hein? Quand le muscle se contracte, il tire sa corde, tire donc sur le tendon pour permettre le mouvement. Et ce tendon-là, c'est la même organisation. C'est les 3 couches de tissu conjonctif qu'on a vu. Donc, c'est la même chose. Généralement, ce tendon est rattaché à un os. Parfois, exemple, les muscles au niveau du visage, pour l'expression faciale, on a beaucoup de muscles pour faire sourire, toutes les expressions, mais là, les muscles sont attachés soit à un autre muscle ou parfois à la peau. Okay? Donc, beaucoup des muscles de l'expression faciale sont attachés à la peau. Donc, c'est sûr que j'ai tendance toujours à donner l'exemple des os parce que c'est des muscles squelettiques, mais parfois, au niveau du visage, il y a beaucoup de ces muscles-là qui vont être attachés à la peau, exemple, pour faire sourire ou non, etc. Donc, pour les différentes expressions faciales, en termes de communication, évidemment. Donc, ça, c'est pour le tendon. Il faut faire attention. En fait, je vais vous donner... Je fais du bio-2 un peu, mais c'est parce que souvent, on se mélange entre tendon et ligament. Le ligament, il n'est pas matière au cours, mais je le vois apparaître même si j'en parle jamais. Fait qu'on va quand même les distinguer. Le tendon, vous allez noter ça comme ça dans vos notes, là, ça permet de rattacher un muscle à l'os. Le ligament, et là on s'entend, je ne le mettrai jamais à l'examen, c'est quand vous allez faire le système squelettique, les os. Mais comme il y a une confusion dans votre tête, parfois, je vais la distinguer, cette confusion-là, parce que je ne vais pas le voir à l'examen, mais je ne poserai jamais de questions là-dessus. Hein? C'est juste pour vous aider, en fait. Le ligament, c'est un peu la même chose, c'est des tissus conjonctifs qui ressemblent beaucoup aux tendons, en fait, en termes d'apparence et de constitution ou de composition. Mais ce que vous allez noter, c'est qu'un ligament, c'est du tissu conjonctif qui rattache un os à un autre os. Il n'y a pas de muscle. Okay? C'est un os à un os. Donc, il y a des os comme ça qui vont être
attachés ensemble grâce aux ligaments. Donc, c'est une autre histoire. Donc, si tu t'étires un ligament, ou tu t'étires un tendon, ou tu as une inflammation, une tendinite, une inflammation au niveau du tendon, ben, c'est pas la même chose que si tu as une inflammation au niveau du ligament. C'est deux endroits différents. Maintenant, pour l'examen, ce qui est important, c'est le tendon, donc cette bande de tissu conjonctif qui rattache le muscle à l'os. L'aponévrose, c'est exactement la même chose, c'est un tendon. Donc ça, vous gardez ça en tête, mais à certains endroits spécifiques de votre corps, le tendon va prendre une forme très particulière. En fait, il devient très plat, très mince, puis comme exemple ici, là, il y a comme une forme un peu triangulaire. Ça, c'est une aponévrose. Le tendon, ben regardez, il y a vraiment une autre forme. Généralement, c'est des tendons qui ont été modifiés selon l'endroit de votre corps, parce qu'on n'a pas tout à fait la même constitution ou fonction. Exemple, la paume de la main, c'est une aponévrose qui est là. C'est un tendon très large. Vous en avez un aussi équivalent au niveau de la plante de vos pieds, au niveau du talon. Donc, si vous voyez ce terme-là, ben, c'est un tendon qui est aplati puis qui est très large. Okay? C'est tout simplement ça. Puis il est très mince aussi, évidemment. Donc, voilà. Et pour terminer tout ça, ben, toujours dans l'idée d'avoir une image adéquate de votre composition corporelle, faut comprendre qu'au-delà des muscles, je m'en vais vers la peau, puis comment on est constitué. Hein? C'est un cours de base aussi, donc je veux que vous ayez une image réaliste de votre corps. Et étonnamment, souvent vous êtes très bon, vous étudiez les muscles ou la peau, puis tout ça, puis vous n'avez pas aucune idée de comment on est constitué. Puis là, je vous parle du cœur, puis de l'estomac, des os, de la cage thoracique, mais l'organisation globale de l'être humain, vous le voyez mal. Des fois, on ne sait pas trop le muscle est où par rapport au poumon, puis à la peau, puis tout ça. Donc, on va essayer de distinguer ça un petit peu avec des mots, puis après avec des images. Donc, c'est évidemment bien important pour moi que vous ayez cette image-là qui est correcte. Là, je vous ai parlé, pour faire un lien, là, je vais faire un petit dessin ici, je vous ai parlé des muscles avec, ça peut être les muscles lisses, squelettiques, peu importe, mais avec les trois couches de tissu conjonctif, endo, péri, puis épimésium. Donc, l'épimésium serait ici, là, à l'extérieur du muscle, exemple, tout le tour du muscle. Parfait. Et là, il y a la peau, ici. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Beaucoup de choses, on va voir ça tantôt, mais en gros, il y a déjà deux termes qu'on appelle les fascias. Tu as le fascia profond et superficiel, donc lui est en surface, profond est plus profond. Et souvent, le fascia superficiel, à une certaine époque, on parlait de l'hypoderme. C'est en fait les graisses sous-cutanées. Hein? C'est comme cette couche de graisse, de tissu adipeux qui s'accumule sous la peau. Pendant une certaine époque, on disait que c'était une couche de la peau, ce qui est faux maintenant. La peau, vous verrez ça en Bio 3 la session prochaine, mais c'est l'épiderme et le derme. C'est cet organe-là qui est composé de deux couches. Et on distingue l'hypoderme de la peau. C'est donc une couche sous la peau, en fait, qu'on appelle aussi le fascia superficiel. Donc, un ou l'autre, ça me va. Et si je reviens à mon dessin, ben, par-dessus le muscle, par-dessus l'épimésium, on a le fascia profond qui serait ici. Donc, je vais aller avec F puis profond pour dire fascia profond. Ensuite, par-dessus ça, j'ai quoi? Celui qui est plus vers l'extérieur, plus en surface. Hein, évidemment, les muscles sont profonds. Donc, ici, j'aurais le fascia superficiel ou l'hypoderme. Et ensuite, ce qu'on ne voit pas sur l'acétate, on arrive au niveau de la peau. Puis, sous les muscles, on oublie qu'on aurait les organes, par exemple les intestins au niveau de la cavité abdominale. Puis, on peut avoir les os aussi qui supportent tout ça. Donc, exemple, la cage thoracique, puis avec le cœur, les poumons en dessous. Donc, c'est à peu près comme ça que vous êtes constitué. Des organes, des os et éventuellement plusieurs couches de muscles, le fascia profond, superficiel et la peau. Et ce fascia profond qui est juste au-dessus des muscles, à quoi ça peut bien servir? Ben, déjà, il n'est pas écrit ici, mais il y a toujours un rôle de protection. Donc, je parle tout le temps du concept que c'est des tissus qui absorbent des chocs. Je reçois un coup, par exemple, si je suis au niveau du ventre, je reçois un coup, la peau est comprimée, les deux fascias, les 3-4 couches de muscles, puis les organes. Mais avant d'aller percer un organe, ben, j'ai quand même toutes ces couches-là à franchir. Donc, c'est pas écrit ici, mais il y a toujours une fonction de protection, évidemment. Puis ensuite, ben, des fonctions plus ou moins directes. On dit, bon, ça sépare les muscles les uns des autres. Effectivement, j'ai un muscle qui est superposé, le muscle A qui est superposé au muscle B. Ben, on a comme une couche de tissu entre pour les séparer, pour qu'ils puissent bien se contracter et bouger. Ça ne veut pas dire que les deux vont bouger en même temps, donc qu'ils restent indépendants. On va rattacher les muscles aussi qui fonctionnent par groupe pour un mouvement donné. Puis on va les séparer des autres muscles qui font partie d'un autre groupe pour un autre mouvement.
On comble les espaces aussi entre les muscles. Ça te permet de faire passer les vaisseaux sanguins ou les nerfs et tout ça. Donc, ça va de soi, en fait. Et en termes de dessin, moi, j'aime beaucoup ces images-là parce que là, c'est des mots, mais pour mes étudiants qui sont visuels, vous allez voir, là, ici, on a pris un vrai corps et on a coupé chaque couche. Et vous allez voir comment on est fait dans la vraie vie. Okay? C'est exactement des mots, mais là, je vous donne des images. On reconnaît évidemment la peau. Hein? Donc, voilà. Si je coupe la peau, j'enlève. Je gratte la peau, puis je regarde la première couche en dessous, fascia superficielle. Donc, c'est jaune, pourquoi? Mais je l'ai dit tantôt, c'est du tissu adipeux, c'est donc des lipides, des graisses, hein, qui servent de réserve d'énergie, isolant thermique et tout ça. Donc, c'est des réserves de graisse. C'est ce que vous verriez dans la vraie vie. Et si, tu sais, vous ne le vivrez pas, mais si, mettons, vous assistiez à une dissection mettons, tu fais ton cours de médecine, puis tu vas dans un cours d'anatomie, puis on dissèque un corps devant toi, ben c'est vraiment ça qu'on verrait, là. Puis si le médecin, dans son cours, enlève cette couche de fascia superficielle, qu'est-ce que j'ai en dessous? Le fascia profond, comme je vous disais tantôt. Donc, regardez bien, ce qui est jaune ici, c'est quand même épais, là. Ça, c'est ce que j'ai montré à la dernière acétate, dernière diapo. Donc, ça, c'est ton fascia superficiel, les graisses. J'ai la peau qui est sur le dessus ici, qu'on devine, donc une couche très, très mince. Toute cette grande, les graisses sous-cutanées, là, c'est ça ici, l'hypoderme, si vous préférez, le fascia profond, donc c'est cette épaisseur-là. Et une fois que j'enlève ça, ben là, il me reste quoi? Ce tissu blanchâtre, comme une enveloppe blanche. Hein? Et en dessous, on reconnaît les muscles. Il y a des places qu'on peut reconnaître un petit peu, c'est un peu plus transparent. Mais ce qui est blanc ici, c'est vraiment le fascia profond. Donc, on voit qu'en termes de composition, c'est pas des graisses, c'est un petit peu différent. J'enlève ce fascia profond, et là, j'arrive à mes couches de muscles. Alors là, on reconnaît vraiment la texture et ce qui est propre du muscle. Hein? Puis là, on voit les autres couches que j'ai enlevées, que je vous expliquais. Donc, il y a une couche de muscles superficielle comme ça. Puis n'oubliez pas, on a 700 muscles. Donc, il y en a beaucoup. Fait qu'il y a plusieurs couches de muscles comme ça. Fait que si j'enlève tous ces muscles-là, qu'est-ce qu'on a en dessous, vous pensez? Une autre couche de muscles. Donc, chacun leur propre nom. C'est juste qu'on a enlevé une étage de muscles. Il y en a d'autres avec d'autres fonctions. On les appelle, de façon générale, des muscles profonds. Si j'enlève les muscles profonds et je regarde en dessous, qu'est-ce que j'ai? Des muscles qui sont encore plus profonds. Puis si je les enlève, qu'est-ce que j'ai en dessous? Des muscles encore plus profonds. Et là, j'admets que les biologistes ont commencé à manquer un peu de... Hein, on n'avait plus d'imagination, on était très peu inspirés, donc des muscles profonds, bien profonds ou très très profonds. Bon, c'est pas très élégant comme terme, mais vous avez compris que, contrairement à ce que vous pensiez peut-être, il y a au moins 4 couches de muscles là, avant d'arriver aux structures plus internes. Donc, j'ai la peau, fascia superficielle en jaune ici, qui est de la graisse, fascia profond, 4 couches de muscles. Ça peut varier d'un endroit à l'autre, mais au moins 3-4 couches de muscles. Et ensuite, si j'enlève ces muscles-là, là, j'en ai plus. Là, c'est les tissus mous, donc les organes, exemple, je parle des organes abdominaux, les intestins, exemple, l'estomac, des choses comme ça. Et les os, évidemment. Donc, je peux enlever les tissus mous, les os. Et quand on vous dit que les os, c'est une charpente qui supporte tout le reste, ben, on voit vraiment. Donc, on part de l'os comme ça, l'os du bras, exemple, puis là, je vais déposer mes couches de muscles, mes 3-4 couches de muscles, puis après, mes 2 fascias, puis la peau. Donc, on dit qu'on se supporte, mais on le voit très bien que ces dessins-là. Donc, évidemment, ces images-là, c'est surtout pour vous aider à avoir une meilleure idée de l'organisation du corps humain, finalement. Pas juste des muscles, mais l'ensemble de votre corps humain. Ici, je passe très vite. Il n'y a pas grand-chose. C'est des choses que vous savez déjà. Tous les muscles ont besoin de nerfs moteurs, puis de vaisseaux sanguins. Donc, évidemment, premier influx nerveux qui va faire contracter le muscle quand ça sera le temps. Vous avez déjà vu ça avec les faisceaux tractus corticospinaux, mais exemple, le corticospinal latéral qui fait bouger, mettons, un bras ou une jambe, lui, le dernier, le neurone, il y avait deux neurones supérieurs et inférieurs, mais l'inférieur, lui, va relâcher de l'acétylcholine qui va stimuler la contraction du muscle, qui est d'intérêt. Beaucoup de vaisseaux sanguins, j'ai dit tantôt, pour amener l'oxygène et le glucose pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. Pas d'ATP, pas de contraction musculaire, c'est tout simple que ça. Donc, on a besoin d'énergie. Et tantôt, c'était pas clair, là, je voulais vous le montrer au moins une fois. Ça, c'est l'organisation typique d'un muscle. Tout ce que j'ai dit, on le voit sur le dessin. Donc, on voit ici l'os, tout simplement.
Le tendon, mais regardez, j'ai tout le muscle ici, ce qu'on appelle le ventre du muscle, pas important, le ventre, c'est la partie charnue, mais qui va devenir effilée. Et le tendon, c'est la partie blanchâtre ici. Donc, les 3 couches de tissu conjonctif, rendu ici, il n'y a plus de contraction, en fait. C'est surtout du tissu conjonctif. J'ai perdu mes fibres musculaires et ça sert à attacher, donc, le muscle à l'os. Et là, on ne le voit pas, mais à l'autre extrémité, j'aurai un autre tendon comme ça qui va le rattacher à un autre os. Évidemment, c'est jamais sur le même os. Hein. Généralement, il y a une extrémité à un os. Qui est immobile, puis l'autre os qui va bouger. Et c'est le deuxième tendon, quand on contracte le muscle, qui tire sur l'autre os, qui va permettre le mouvement. On verra ça plus tard. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Ensuite, on reconnaît les différentes organisations, donc la cellule musculaire, le myocyte ou la fibre musculaire, c'est la même chose, l'endomysium, piri, faisceau avec le groupe. Hein. Donc ici, c'est un faisceau, j'ai plusieurs cellules musculaires, donc tout ce qu'on a dit, le muscle au complet. Alors, il n'y a rien de nouveau, c'était surtout le tendon que je voulais vous montrer ici, tout simplement. Voilà, ça termine la capsule. Donc, en terminant, on vous montre un petit schéma de concept qui résume, pour certaines personnes, ça peut aider, là, ça résume tout ce que je viens de dire. Donc, un muscle squelettique est organisé comment? En macro et en micro. Aujourd'hui, on a vu le macro, c'est-à-dire ce qui est visible à l'œil. Je fais une dissection d'un corps, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, en fait, l'essentiel de ce que j'ai dit se voit à l'œil. Microscopique, ça prend un microscope. Donc, on a vu qu'il y avait différents types de cellules, bien sûr. Ça aurait pris un microscope. Mais en gros, ce qui est visible à l'œil est en orange. Donc, les 3 couches de tissu conjonctif, endomysium, etc. Les 3 s'organisent autour d'une cellule musculaire. Donc, voilà. En fait, les faisceaux, généralement, ne sont pas visibles à l'œil, donc ça prendra un microscope. Mais pour le reste, le muscle va être visible, le tendon est visible, les couches de fascia profondes superficielles. Donc, tout ce qu'on a vu aujourd'hui est pas mal résumé ici. Prochaine capsule, avant de parler de physiologie détaillée, on va aller dans le microscopique. Donc, c'est des termes en bleu que vous ne connaissez pas, mais je fais un petit preview de la prochaine capsule rapidement. Donc, ces faisceaux-là s'organisent en une cellule musculaire. Exemple, en fait, les faisceaux ont plusieurs cellules musculaires, mais si je prends l'exemple d'une seule cellule musculaire, la fibre, ici, ils l'ont bien identifié, hein, myocyte, cellule musculaire ou fibre, là, c'est le fun, ici, il n'y a pas de confusion. À l'intérieur de cette cellule-là, j'ai des myofibrilles. C'est comme des pailles, des grosses pailles de protéines. Et ces protéines-là, qu'on appelle les myofilaments, sont compris dans la myofibrille. Et il y en a 2. Moi, j'appelle ça des protéines velcro, c'est des protéines crochet. Hein? La myosine et l'actine, qui n'est pas à retenir aujourd'hui, qui vont interagir ensemble, et c'est ces 2-là qui font la contraction de la cellule. Il y a d'autres protéines aussi qui sont importantes pour la régulation. Il y en a 4, en fait. Donc, je ne veux pas que tu retiennes ça aujourd'hui. La troponine, tropomyosine, actine, myosine, c'est 4 protéines extrêmement importantes avec des rôles différents qu'on verra dans la prochaine capsule. Mais je voulais te présenter au moins une fois que ces protéines-là, qui sont organisées en myofilaments et en myofibrilles, dans le cytoplasme de la cellule, c'est évidemment microscopique, et ça va être ça qu'on va voir dans la prochaine capsule. Donc, c'est cette organisation comme ça, microscopique de la cellule musculaire. Et par la suite, tout ce qu'il nous restera à faire, c'est de vous expliquer une histoire, quel événement se passe au niveau microscopique et macroscopique qui explique la contraction du muscle. Puis après, vous allez être blindé. Là, donc, ça va s'étaler sur 2 autres capsules pour un total de 3. Voilà ce qui vous attend. Donc, je souhaite une très belle étude, comme d'habitude. Et si c'est pas clair, évidemment, vous ne gênez pas. Je suis toujours là pour vous répondre par Mio. Et sinon, on se revoit dans la prochaine capsule.